Confluent, avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Bonjour à toutes et à tous, ici Mathieu Lavigne au micro. Merci d'être là pour un autre épisode de Confluent, votre émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. C'est un plaisir que d'être avec vous pour les 30 prochaines minutes sur les ondes de Radio-VM et de Radio-Galilée. J'ai le bonheur de retrouver ma collègue Catherine Egault. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Cette semaine à Confluent, nous vous proposons un épisode en deux temps. Tout d'abord, une rencontre avec Rosanne Gosselin et Richard Jalbert, respectivement conseillère régionale et directeur général pour la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec. Il sera notamment question du site web Nisidotam, un site de ressources favorisant l'inclusion des personnes des Premières Nations en situation de handicap. Et suivra une entrevue avec le père Regan Souzay, un missionnaire clarétin qui a accepté de nous raconter ses premières expériences de rencontre avec les Anishinabek des deux communautés où il œuvre depuis peu, du côté de l'Abitibi-Témiscamingue. Merci d'être à l'écoute et bonne émission. Les personnes en situation de handicap vivent souvent de l'exclusion, une réalité qui perdure bien qu'elle soit de plus en plus connue. Qu'en est-il des personnes vivant avec un handicap qui sont issues des Premières Nations? Vivre avec un handicap au sein d'une communauté autochtone implique-t-il des défis particuliers, notamment en matière d'accès à l'emploi? Voilà une des questions que nous aborderons avec Rosanne Gosselin et Richard Jalbert, respectivement conseillère régionale et directeur général pour la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec. Cette commission, en collaboration avec le Centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, le CRISPECH, lançait le printemps dernier le site web Nisidotam, un site de ressources favorisant l'inclusion des personnes des Premières Nations en situation de handicap, notamment sur le marché du travail. Rosanne Gosselin, Richard Jalbert, bonjour. 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 Alors, Monsieur Jalbert, est-ce que vous pourriez nous présenter plus globalement la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations? Quelle est sa vision? Quelle est sa mission? Oui, certainement. En fait, la Commission est le spécialiste en employabilité et en formation professionnelle au sein des Premières Nations du Québec. Les services en emploi et de formation sont présents dans toutes les communautés via 27 centres dans 27 communautés que nous, on qualifie de le collectif. On représente 27 communautés, mais nous avons aussi de la stratégie urbaine, 4 centres dans différents lieux, un à Montréal, un à Québec, un à Val-d'Or et un centre à Sept-Îles. Nous sommes également là pour aider toute entreprise souhaitant embaucher la main-d'œuvre issue des Premières Nations. Par un soutien à l'adaptation de leurs procédures de recrutement. Autrement dit, chaque personne issue des Premières Nations peuvent nous contacter et nous lui fournirons les outils, le support et les ressources nécessaires afin de réaliser son rêve et ses ambitions professionnelles. En fait, nous sommes là pour le développement de l'essor socio-économique de toutes les Premières Nations. Parfait. Et Richard Jalbert, quelle est la genèse du projet Nisidotam? Pourquoi la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations a-t-elle décidé de porter un tel projet avec ses partenaires? Certaines personnes rencontrent des obstacles importants par rapport à l'employabilité, tels que le décrochage scolaire, des problèmes d'estime de soi, des manquements au niveau des compétences. Et la mission de la Commission, bien sûr, est de les aider à surmonter ces obstacles puis d'atteindre leur but. Nous avons remarqué que les personnes vivant des situations de handicap rencontraient, elles aussi, des obstacles vis-à-vis de l'intégration en emploi. Il existe peut-être moins de ressources pour eux. Donc, on a cru bon s'associer à un organisme en partenariat, le CRISPECH, que vous avez d'ailleurs mentionné en entrée de matière, pour informer les gens et créer une banque d'informations et d'outils servant à informer ces gens sur la réalité et leur donner des pistes de solutions pour pouvoir se développer socio-économiquement. Oui. Rosanne Gosselin, je me tourne vers vous pour vous demander, mais qu'est-ce que ça signifie le mot Nisidotam? Nisidotam, c'est un mot algonquin qui signifie « je comprends ». Parce que on cherche à comprendre le vécu des personnes en situation de handicap.
Mais puis on aime le mot comprendre parce que c'est comme un parcours, c'est un apprentissage. Un processus. Hein? Oui. Puis on n'a jamais atteint la compréhension une fois pour toutes ou la connaissance une fois pour toutes. C'est un cheminement. Puis c'est un cheminement qu'on fait en tant qu'individu, mais aussi collectivement. Tout à fait. Et M. Jalbert, vous avez évoqué le site web Nésidotam comme un site contenant diverses ressources. À qui s'adressent ces ressources en ligne? À la base, cette plateforme web fut créée en pensant aux conseillers en emploi, travaillant auprès des personnes en situation de handicap. Cependant, on voit que Nésidotam peut intéresser toutes les personnes désirant en apprendre davantage sur cette réalité. Et nous sommes très fiers. Nous sommes fiers de Rosanne qui a travaillé très fort avec ses partenaires pour mettre sur pied cette banque-là. Oui. Et Rosanne, justement, après quelques mois, quelles ressources en ligne semblent particulièrement appréciées, porteuses? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de ressources particulièrement prisées, là? Donc, il y a plusieurs outils dans le site Internet de Nésidotam, mais il y en a un qu'on apprécie de façon particulière, c'est l'outil de formation par simulation. On se base sur des exemples qui nous ont été rapportés par les conseillers en emploi qui travaillent dans les communautés ou dans les bureaux urbains, puis qui nous ont parlé des obstacles ou des difficultés rencontrées en travaillant avec une personne en situation de handicap. Par exemple, un handicap qui n'a jamais été diagnostiqué. Ou comment parler avec un employeur si on veut intégrer une personne en situation de handicap. Donc, cet outil-là consiste en une formation par simulation. En quoi ça consiste? C'est que les utilisateurs sélectionnent les choix ou les actions qu'ils aimeraient poser et ils reçoivent une rétroaction correspondant à leur choix. Ainsi, ils apprennent par l'expérimentation. On a aussi des témoignages qui nous ont été donnés par les personnes en situation de handicap. J'avoue que moi, c'est la partie qui m'a particulièrement frappé, là. Les témoignages, très percutants. Vraiment, ça nous permet de mieux comprendre, justement. Oui, ils nous parlent de leurs aspirations, de leur réalisation, le côté positif d'un handicap. Ah oui? Oui. C'est l'outil qui se nomme les voix des communautés, justement. Oui. Donc, j'invite les auditrices et auditeurs à aller sur le site de Nésidotam pour aller écouter ces prises de parole. Et Rosanne Gosselin, est-ce qu'il serait juste de dire que d'être une personne autochtone en situation de handicap peut être le lieu d'injustice singulière, hein? Ou pour le dire autrement, est-ce qu'on peut parler ici d'une double marginalisation? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous indiquer comment se traduit une telle situation au quotidien? Oui, on pourrait parler d'une double marginalisation qui se vit à l'intérieur de la communauté et à l'extérieur de la communauté, mais qui se vit différemment. Par exemple, à l'extérieur de la communauté, on sait que il y a un certain racisme. On a vu dans l'actualité ces derniers temps différents exemples de racisme. Le résultat, c'est que la personne peut ou risque de ne pas aller chercher les services auxquels elle a droit. Et ça crée un isolement et ça amplifie la situation de l'handicap. Ça amplifie les obstacles qui sont rencontrés. Donc, c'est un exemple à l'extérieur de la communauté. À l'intérieur de la communauté, souvent, une personne en situation de handicap a sa place. Elle est bien accueillie. Elle a le soutien de sa famille, la famille immédiate, la famille élargie. Elle a sa place. Mais ce qu'on retrouve dans les communautés, c'est qu'il y a parfois un manque de ressources. Il n'y a pas de transport adapté, par exemple. Alors, si une personne veut travailler, puis elle a besoin d'un transport adapté, ça devient un obstacle de plus par rapport à son intégration en emploi. Surtout dans les communautés éloignées, j'imagine. Oui. Des fois, on va aller chercher les services d'un physiothérapeute. Bon, si on n'a pas ce service-là dans la communauté, la personne qui vit un handicap aurait peut-être besoin de soins de santé pour pouvoir exercer une fonction physique au courant de la journée. Donc, on n'a pas accès à ces services-là non plus. Ça risque encore, par conséquent, de causer, de faire en sorte que la personne s'isole. Rosanne Gosselin, on a entendu beaucoup parler des pensionnats autochtones dans l'actualité des derniers mois.
il y a des handicaps qui sont visibles, d'autres qui sont invisibles, et on peut penser aux problèmes de santé mentale notamment, sachant que les pensionnats autochtones, justement, ont laissé de nombreux traumatismes chez plusieurs des personnes qui les ont fréquentés. On parle même souvent de traumas intergénérationnels. Est-ce qu'il est juste de dire que les handicaps invisibles nécessitent une approche adaptée? Je pense que oui. Puis encore, je vais regarder ce phénomène-là à partir de deux volets, dans la communauté et à l'extérieur de la communauté. Il y a des situations de santé mentale qui font suite à des traumatismes de différentes sortes, des traumatismes qui sont liés aux pensionnats autochtones, mais d'autres formes de traumatismes. Ça peut être des difficultés familiales. Alors, en milieu non autochtone, à l'extérieur des communautés, une approche consisterait à sensibiliser les employeurs sur la situation des personnes autochtones de façon générale. Puis, on le fait déjà beaucoup à la CDRH-PNQ, le travail auprès des employeurs. Alors ça doit se poursuivre, puis de façon générale, c'est bien accueilli par les employeurs. C'est bien accueilli aussi par les commissions scolaires. Tout ce qui peut contribuer à une meilleure connaissance, à une plus grande sensibilisation des personnes autochtones de façon générale. Puis, on peut ajouter un élément touchant les personnes en situation de handicap. Donc, ça, c'est à l'extérieur des communautés. Oui. À l'intérieur des communautés, en quoi consiste l'approche? Une approche plus spécifique, c'est de confier, on continue à confier les intervenants dans les communautés. On leur confie la mission d'accompagner les personnes en situation de handicap, mais on les outille. Par exemple, par des formations qui touchent la relation d'aide. Les techniques de communication, comment mieux comprendre la santé mentale, comment peut-on accompagner une personne qui vit avec une situation spécifique relative à la santé mentale. D'ailleurs, la responsabilisation des personnes autochtones pour la prise en charge de leur programme, ça revient souvent, par exemple, dans le rapport final de la Commission de la vérité et de la réconciliation. Ça fait partie des appels à l'action. Dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des personnes autochtones, ça fait aussi partie des recommandations de confier puis d'accompagner les personnes dans les communautés parce que sur le plan culturel, historique, les intervenants dans les communautés connaissent les gens qui vivent avec une situation de handicap. Ils sont les meilleurs placés, mais qu'on leur offre les outils qu'on retrouve en milieu non autochtone. En terminant, Richard Jalbert, je reviens vers vous. Comme directeur général de la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec, qu'est-ce qu'on peut souhaiter ou vous souhaiter pour l'avenir de la Commission? En fait, la Commission est le spécialiste, comme je mentionnais tout à l'heure, en éducation puis en formation professionnelle pour les Autochtones. Ce que je souhaite à la Commission, c'est vraiment demeurer la référence en formation puis en employabilité. Notre rôle est assez important, vous pouvez pas vous imaginer. On élimine les dites barrières qu'on entend souvent. On élimine, nous sommes à l'avant-plan du développement socio-économique des Premières Nations. Nous avons une équipe qui travaille extrêmement fort à continuer puis à conserver ce rôle-là. Ce que je souhaite à la Commission, c'est demeurer la référence, demeurer à l'affût de tout programme, de tous les événements qui pourraient améliorer le sort socio-économique des Premières Nations. En fait, c'est une réalité aujourd'hui, mais on veut que ce soit la réalité pour demain aussi et des jours à venir. Nous sommes très, très fiers quand on rencontre un membre des Premières Nations qui a réussi, puis des fois, ça ne veut pas dire aller à l'université, ça ne veut pas dire une formation professionnelle, mais qui est fier. Tu sais, les Premières Nations, c'est un peuple fier. Puis, c'est un peuple qui, des fois, ne veut pas demander de l'aide. Mais nous, on est là. On est là, on les accompagne. Rosanne Gosselin, Richard Jalbert, merci beaucoup pour cette entrevue. C'était un plaisir de vous avoir en studio aujourd'hui. Merci, Mathieu. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que Rosanne Gosselin et Richard Jalbert sont respectivement conseillères régionales et directeurs généraux pour la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec. Ils nous parlaient de la commission et du site web Nisidotam, un site de ressources favorisant l'inclusion des personnes des Premières Nations en situation de handicap, notamment sur le marché du travail. On peut visiter ce site web au www.nisidotam.ca.
Le père Regan Souzay est membre de la congrégation des Fils du Cœur Immaculé de Marie, mieux connu sous le nom des missionnaires clarétins. Originaire de l'Inde, le père Regan est prêtre missionnaire depuis 9 ans. Il a jusqu'à présent exercé son ministère au Canada, principalement à Montréal et à Sherbrooke, en tant que vicaire et curé, en plus d'aller en mission dans diverses régions du Canada et au Mexique. L'été dernier, le père Regan s'est déplacé du côté de l'Abitibi-Témiscamingue, étant nouvellement en charge de 2 des 3 missions en milieu autochtone qui sont sous la responsabilité du diocèse de Rouyn-Noranda. Le père Regan a accepté de nous raconter aujourd'hui ses premières expériences de rencontre avec les Anishinabek de la Témiscamingue First Nation et de la Long Point First Nation. Père Regan Souzay, bonjour. Bonjour, Monsieur Lavigne. Bonjour. Alors, Père Regan, très content de vous parler aujourd'hui. C'est vraiment une joie d'avoir de vos nouvelles, Père Regan. On va commencer par le commencement. Vous avez quitté récemment le diocèse de Sherbrooke afin d'aller marcher aux côtés de 2 communautés Anishinabek, l'Abitibi-Témiscamingue. Père Regan, est-ce qu'on pourrait dire que vous avez ressenti un appel à œuvrer en milieu autochtone? Et si oui, comment est survenu cet appel, ce désir de marcher aux côtés des communautés autochtones? Oh, certainement, je suis content de partager mes expériences et mon discernement pour vraiment marcher avec le peuple autochtone d'ici dans cette région. Et vous savez que c'est pas évident, c'est pas facile de quitter un milieu où on a travaillé longtemps. Donc j'étais vicaire 3 ans à Sherbrooke et ensuite curé 3 ans. Donc 6 ans je travaillais dans le diocèse de Sherbrooke. Donc où vient cet appel à marcher avec le peuple autochtone? Je vais vous raconter une petite expérience. L'été 2020, je suis allé en Gaspésie pour faire une petite voyage là. Et puis là, toute première fois, j'ai rencontré vraiment un autochtone. Et puis je parlais avec c'est la première nation des Mi'kmaq. Et puis ça m'a touché vraiment. Je me disais, ok, j'ai marché ici au Canada avec l'allochtone, l'hispanophone et aussi l'africain, qui est plus pauvre au Canada. Le pays est grand, le pays est immense. Et depuis cette rencontre avec ce monsieur-là, je commençais à fuir un peu. C'est quoi la réalité des Autochtones ici au Canada et qu'est-ce que l'Église est en train de faire? Comme ça a commencé à mourir cette expérience. Et puis, à un moment donné, j'ai senti aussi cet appel. Cet appel, en fait, vient du pape François qui nous invite, toute l'Église, à sortir vers la périphérie. Et puis, il nous a dit à plusieurs reprises qu'il rêve d'une Église pauvre pour les pauvres. Il veut qu'ils puissent aller à la rencontre des autres afin de susciter un vrai dialogue. Voilà comme mon discernement et mon appel pour marcher avec la communauté autochtone. Donc, tout commence avec une rencontre. Alors, c'est important, c'est intéressant de le souligner. Ainsi, Père Regan, vous êtes depuis peu en charge de 2 missions catholiques en milieu autochtone, c'est-à-dire la mission Sainte-Cathérie-Tekakwitha, qui est située à Notre-Dame-du-Nord. Vous êtes aussi en charge de la mission Sainte-Anne, qui, elle, est située du côté de Winoway. Alors, parlez-nous, Père Regan, de ces 2 missions. Comment est-ce que vous décririez la vie de ces missions catholiques après quelques mois de présence? D'accord. On n'arrive pas à en trouver sans vraiment faire les recherches. Donc, quand même, oui. Donc, je parlais avec Monseigneur Guy Boulanger, l'évêque du Rouyn-Noranda. Puis il m'a dit, le père Rémi Cadieux, un oblat qui était responsable de 2 missions, se trouve dans la maison pour les prêtres âgés à Saint-Jean, exactement, à Richelieu. Donc, je l'ai rencontré 2 fois. Il m'a expliqué comment il a travaillé et quelles sont des choses que je devrais prendre en considération. Donc, quand je suis arrivé ici, c'était vraiment une belle expérience et j'ai été très bien accueilli. En fait, les gens m'attendaient depuis que la nouvelle était annoncée parce que depuis que le père Cadieux est quitté de 2 missions, il n'avait pas qu'une présence continuelle
avec le peuple autochtone. Donc, les deux missions étaient contents. Finalement, après 4-5 ans, on va avoir une prêtre pour nous, et puis il va être là pour nous autres. Donc, c'était très bien. Puis aussi, des deux missions étaient sous la responsabilité des Oblats depuis, je dirais, 100 ans. Et puis, j'ai fait quand même des lectures par rapport des Algonquins. Surtout, il y a une auteure qui a écrit beaucoup sur les Algonquins. Elle est Marie-Pierre Bousquet. Oui, Marie-Pierre Bousquet, oui, on l'a eu à l'émission. On l'a eu à l'émission il n'y a pas très longtemps, justement. Oui, exactement. Donc, j'ai lu cet article, plusieurs articles, entre autres le dernier livre qu'elle a écrit, Les Anishinaabeg du bois à l'asphalte. Oui. C'est très intéressant. Donc, j'ai appris que, la population aujourd'hui dans les deux réserves, c'est les catholiques, disons, c'est entre 50 et 60%. Et puis, entre 20 à 30%, c'est les pentecôtistes. Et puis, entre 10 et 20, avec les gens avec la spiritualité traditionnelle. Ou qu'on pourra dire aussi comme la spiritualité pan-indienne. Oui. Donc moi, ces deux missions étaient pour moi une belle expérience de commencer d'abord d'écouter les gens et puis apprendre d'eux qu'est-ce qu'ils ont besoin pour la vie spirituelle et puis d'autres. Oui, donc là, vous êtes en contact avec une diversité spirituelle. On a souvent une image un peu homogène des communautés autochtones et de leur spiritualité, mais là, on constate qu'il y a une présence, catholique, pentecôtiste, traditionnaliste. C'est un milieu qui est rempli de diversité, là. Exactement. La diversité, c'est une richesse, n'est-ce pas? C'est une richesse vraiment. Et puis aussi, à un moment donné, je fais un petit travail sur le syncrétisme. Même le mot syncrétisme était, à un moment donné, dans l'histoire d'Église, c'était utilisé comme une genre de négativisme. Mais le syncrétisme, ça veut dire aussi, c'est être lié. Donc, il n'y a pas de danger d'être syncrétiste parce que le syncrétisme nous fait grandir en tant que personne, aussi en tant que communauté. Donc, voilà, c'est une bonne mélange et puis la diversité est toujours une richesse. Oui. Et Père Regan Souzay, comment les spiritualités chrétiennes et traditionnelles cohabitent dans les communautés que vous accompagnez? Par exemple, est-ce que dans vos célébrations, vous intégrez des éléments de la spiritualité traditionnelle à Anishinaabe? Je dirais que pour le moment, moi-même, je n'ai pas commencé à mettre les deux choses, mais il y a une expérience qui est arrivée spontanément. Donc, j'aimerais aussi partager avec vous cette expérience très, très touchante. C'est un cadre d'un enterrement. Après les funérailles, nous étions tous rassemblés au cimetière de Notre-Dame-du-Nord. J'effectuais les prières pour les défunts. Puis sa fille et ses nièces ont entamé la cérémonie traditionnelle de purification où on a fait appel au tambour. Et pour les autochtones, ces tambours représentent vraiment au battement du cœur. Donc c'est vraiment intimement lié à la personne et on pourra dire même à l'âme et au cœur des personnes. Et aussi il y avait des chansons et puis ils ont mis aussi le branche ou les cèdres sur le tombeau. Donc c'était vraiment une belle expérience pour moi. J'ai beaucoup aimé ce mélange des différents éléments culturels dans les cérémonies. Et c'était toute une beauté. Aussi, il y a des éléments qu'on voit qui je dirais, interliés ou qui ressemblent à la spiritualité chrétienne et aussi à la spiritualité traditionnelle. Par exemple, croire en seul Dieu, pour eux, c'est vraiment tout est créateur, n'est-ce pas? Donc, c'est un monothéisme. Être humain, c'est gardien de la maison commune. Donc, plus en plus, à partir de Laudato Si, l'encyclique, le pape nous pousse à prendre soin de la maison commune. Et puis, nous voyons comme le peuple autochtone est plus proche à la nature, et puis ils veulent prendre, ils se sentent comme gardiens de cette nature. Et puis, les anges, l'esprit, les saints, qui représentent pour les autochtones les ancêtres, voyez-vous. Ah oui. Donc, il y a un respect pour les ancêtres. Donc, il y a beaucoup des éléments vraiment communs qu'on puisse trouver dans deux spiritualités. Et Père Regan, j'aimerais vous demander en terminant, quelles sont les valeurs, quels sont les grands principes qui sont au cœur de votre conception de la mission? Mission, c'est un grand mot, n'est-ce pas? En effet. Mais d'abord, je disais, il y a un appel, et puis quelqu'un est envoyé, et puis envoyé pourquoi? Pas
pour imposer, pas pour dominer, sinon marcher ensemble. Donc je dirais deux choses. La mission, c'est vraiment être avec les gens, être lié à toutes les personnes, surtout à leur aspiration plus profonde, et puis travailler pour la dignité humaine, non? Reconnaître cette dignité, parce que sans reconnaître la personne, on ne peut pas avoir la guérison et non plus la réconciliation. Et deuxième élément, c'est le service, qui signifie être au service des gens, prêt à leur laver les pieds, comme Jésus, notre Seigneur, a fait, n'est-ce pas? Il s'est descendu jusque nous pour nous servir. Il a lavé le pied de ses disciples. Donc, c'est un exemple pour nous. Donc, être missionnaire, conception de mission pour moi, c'est la simplicité et le service en donnant une attention particulière au peuple autochtone. Et Père Reagan, il nous reste 1 minute. J'ai le goût de vous demander, le 30 septembre dernier, nous avons vécu la première journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Comment est-ce que vous avez vécu cette journée? Comment les communautés Anishinabek qui vous accueillent ont-elles souligné cette première journée nationale? D'abord, la communauté m'a bien accueilli parce que la communauté même m'a donné un t-shirt avec la phrase Every Child Matters. Oui. Donc, c'était vraiment un geste d'amitié, de fraternité. Et cette journée commémorative fut d'ailleurs très touchante car nous avons chanté un joyeux anniversaire aux enfants parce que le comité organisateur a décidé que ces enfants-là n'ont pas eu les chances peut-être d'entendre le joyeux anniversaire. Donc, nous allons chanter, nous allons célébrer leur vie quand même. Et puis, j'ai la chance de parler avec quelques survivants qui portent encore les blessures des agressions qu'ils ont subies. À l'occasion de cette journée nationale, j'ai pu observer beaucoup d'aînés pleurer. Je pense qu'il est très important de poursuivre le processus de guérison. Père Reagan, un grand merci pour cette entrevue. C'était vraiment une joie. On va se reparler, c'est sûr. Merci beaucoup, Père Reagan. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Lavigne. Et puis, c'est un plaisir et je suis très heureux et content de partager mes premières expériences avec vous. Magnifique, merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, je rappelle que le Père Reagan est missionnaire clarétin et qu'il marche depuis peu aux côtés de 2 communautés Anishinabek de l'Abitibi-Témiscamingue, soit la Témiscamingue First Nation et la communauté de Long Point. C'est ainsi que se conclut votre épisode de Confluent pour cette semaine. Un grand merci à nos invités, Rosanne Gosselin, Richard Jalbert et le père Reagan Suzai. Merci également à Daniel Fortin à la régie. Nous vous rappelons que cette émission est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Visitez notre site web au www.missioncheznous.com si vous désirez réécouter le présent épisode ou en connaître davantage sur nos projets. Ici Catherine Ego. Ici Mathieu Lavigne. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Confluent. D'ici là, nous vous invitons à rester à l'antenne de Radio VM et de Radio Galilée. À bientôt!